Bonjour à tous. Je suis très heureux d'intervenir ici. Je vais faire assez vite parce qu'on a tous compris que le timing était serré. Je ne vais pas trop passer du temps dans du code. Le retour d'expérience qu'on a, nous, c'est un retour qui est beaucoup plus orienté B2C que ce qu'on a vu jusqu'ici, puisqu'on a voulu ouvrir un site grand public avec GWT qui s'appelle Dis-moi où. Je vais passer très rapidement sur le concept du site, juste pour que vous compreniez de quoi on parle et pourquoi c'était nécessaire de faire appel à un framework de ce type-là pour faire un site grand public alors qu'il existait d'autres technologies. Je me suis moi-même occupé, j'étais avant directeur technique de Mapi, donc j'avais monté un premier framework en Java et ensuite en Flash, et donc le saut à GWT était assez naturel derrière. En gros, pour faire simple le concept du service, on s'est aperçu qu'il y a des magnifiques services de cartographie, de photos aériennes, de modèles 3D qui sortent. Simplement, sur ces modèles, il n'y a pas beaucoup d'infos ou très très peu d'infos pertinentes pour les utilisateurs finaux. Je l'ai modélisé là avec quelques bulles pour vous donner l'idée, mais des infos très simples, type horaire d'ouverture, type où est-ce qu'il y a un conteneur à verre, ou type où est-ce qu'il y a une boîte aux lettres, et sont impossibles à trouver. Pourquoi on ne peut pas les trouver? Parce que c'est très 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 cher à collecter dans son exhaustivité. Si on avance un tout petit peu, on peut se rendre compte que l'information locale, elle est très très bien connue des gens qui habitent sur place, et que dans l'ensemble, ça tombe bien, parce que je préfère demander à mes amis que demander à un moteur de recherche pour trouver une info. Donc fort de cette constatation, on s'est dit il faut recréer finalement ce qu'a été Wikipédia pour le savoir, il faut recréer un même projet pour les lieux et la connaissance locale. Donc l'objectif c'est de créer ce qu'a été Wikipédia pour le savoir qui finalement est assez livresque et donc peut s'expliquer assez bien dans je dirais, le mode que Wikipédia a réalisé. Pour faire la même chose sur le local, il fallait une carte à la base, il fallait pouvoir créer des lieux sur une carte, il fallait avoir des petites fenêtres, des interactions, pouvoir naviguer dans la carte pour trouver des lieux. Évidemment, tout ça, ça introduisait un niveau d'interaction avec l'application qui était bien au-delà de ce que pouvait offrir initialement de la page web qui clignote, quoi, pour faire bref. Donc il fallait à tout prix aller dans Ajax, et au-delà de ça, il fallait des systèmes de synchronisation assez complexes, du type de ce que Luciano nous a montré tout à l'heure. On a nous-mêmes développé un framework de ce type-là pour le même genre de besoin. Donc en bref, on voulait avoir une plateforme où les utilisateurs peuvent créer une description du monde avec un wiki géographique. On voulait un réseau social pour pouvoir choisir dans les lieux favoris de ses amis. Et puis on voulait, et c'était très important dans le projet, la possibilité pour les tiers de réutiliser le contenu qui est mis à disposition. Dans le même esprit que Wikipédia, on ne voulait pas être une plateforme de plus de recommandations de lieux, on voulait créer une plateforme ouverte, un peu comme Google Base est une plateforme ouverte d'échange de données, dans laquelle les gens peuvent réutiliser de la donnée géographique, une sorte de Content Management System géographique public. Donc à partir de là, on met à disposition des API, on met à disposition des players pour réutiliser le contenu sur son site. On exporte en KML pour voir dans Google Maps, du GeoRSS, NetVibes, tout ce que vous pouvez imaginer comme usage, et en particulier évidemment du téléchargement pour GPS. Vous avez vu une petite démo tout à l'heure. Hop là, j'ai raté un slide. Voilà, j'étais là. Donc notre objectif, c'était, voilà, au-delà de la carte, le contenu. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, juste pour vous dire, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que les services autour de la cartographie, ils n'ont pas du tout émergé. On est loin d'avoir terminé là-dessus. Et qu'il faut que la créativité, elle existe. Que GWT, ce sera un facteur déclencheur de cette créativité parce que l'intégration de Google Maps dans GWT permet de faire des applications qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Et puis ce qui est très important, c'est que dans la géographie, il y a une notion de niche très importante. Il y a des gens qui sont passionnés des églises romanes et il n'y a aucun moyen pour ces gens-là de s'exprimer aujourd'hui parce que la barrière technologique pour rentrer dans la cartographie en termes de développement logiciel est très importante. Donc notre objectif, c'était de favoriser ça. Une fois que je suis là, je vais vous dire en bref l'architecture du système. Alors c'est un gros schéma compliqué. En fait, il n'est pas très compliqué. Il y a des web services à gauche, en XML, désolé. Et il y a en fait un framework entièrement développé en GWT avec un système de synchronisation de données du même type que ce que nous a décrit Luciano, de la logique applicative, un système de gestion de ressources qu'on a externalisé parce que le système d'internationalisation prévu dans GWT ne permettait pas de retélécharger des ressources dynamiquement, et puis un window manager du même type que celui que Luciano nous a montré, mais pas aussi bien fini, je suis forcé de le reconnaître. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Je pense qu'on est sur un très très gros projet par rapport au projet moyen qu'on voit sous GWT. Il y a environ 32 000 lignes de code Java, 368 classes, 672 cas de code JavaScript offusqué et post-offuscation. Et ça marche. Si vous vous posez la question un jour, hein, et ça marche. Et on peut aller assez loin et pour l'instant on n'a pas du tout le sentiment de toucher la limite. On est encore en version 1.3. Par contre là où ça marche moins bien, c'est qu'il faut 80 secondes pour compiler le site. Et ça devient difficilement vivable au bout d'un moment. En bref, c'est principalement 2 personnes qui ont bossé à plein temps sur la partie client. Moi, j'ai bossé sur la partie serveur et web service. Juste un point sur l'intégration de Google Maps. Il y a un truc qui est très facile à faire dans GWT, c'est d'utiliser Google Maps. Il y a une lib toute faite qui s'appelle Mapits, que vous pouvez trouver, qui est open source et qui est réutilisable à volonté. C'est extrêmement simple d'intégrer de la cartographie. Et ça a une vraie valeur parce que jusqu'ici, ça restait un processus assez complexe d'intégrer de la cartographie dans une application.
Et quand vous couplez la présence de Mapit, le composant Google Maps, avec Google Gear qui vous permet de garder un peu d'infos en local, ça laisse imaginer des applications assez nouvelles, et y compris des applications métiers, dans la localisation de commerciaux, dans la gestion de flotte de véhicules, de choses qui sont pour l'instant assez difficiles à développer sans un système évolué. En bref, qu'est-ce qu'on a rencontré? Tout ça a quasiment déjà été dit, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps. La seule chose, nous on a couplé Subversion à Eclipse, ça se passe très très bien. On utilise Subversion pour déployer en production. En gros et en bref, on se retrouve avec des méthodes de travail objet, ce qui est très agréable parce que d'habitude les développeurs web ne sont pas habitués à faire du développement objet. Ça a deux avantages de faire du développement objet. D'abord, c'est de pouvoir faire appel à des développeurs plus compétents et plus expérimentés dans l'objet, et donc de recycler soit des ressources internes, soit de recruter plus facilement des gens qui sont plus vite opérationnels. Ça évite le code spaghetti, ça permet d'avoir des choses de bien meilleure qualité, et ça, globalement, c'est une meilleure richesse pour l'entreprise, ça c'est certain. Quelques petites bonnes pratiques que je peux vous dire pour avoir secoué GWT. Les CSS, autant GWT gère bien le cross-browser sur la partie code JavaScript, autant c'est pas géré pour les CSS et vous allez devoir vous le taper. Et si vous voulez avoir un design bien réalisé, il n'y a pas de miracle, il faudra se taper du CSS. La difficulté, c'est que pour faire un test en CSS, quand il faut lancer le debugger et recompiler l'appli pour tester après sous Firefox, quand on est à 80 secondes de temps d'exécution, ça veut dire que la moindre modif, c'est 1 minute ou 2 minutes après qu'on peut la vérifier. En bref, il faut un PC puissant, très puissant, pour que ça aille vite. Et surtout, il faut faire des pages HTML indépendantes pour valider les CSS. Il ne faut pas valider les CSS au sein de l'application pour le test cross-browser. J'ai une remarque à propos des gens de Google. S'ils pouvaient faire en sorte que Firebug soit présent dans le debugger, ça ferait gagner un temps fou à tout le monde. La deuxième partie qu'on a rencontrée, qui est un gros souci, c'est que comme la page est générée dynamiquement, on n'a pas le HTML de la page, à aucun moment. Ça veut dire que quand on veut faire du test automatisé du HTML résultant, on ne peut pas le faire. Ça veut aussi dire que le référencement des pages par les moteurs, tous les moteurs, y compris Google, n'est pas fait. Et ça veut aussi dire qu'on ne peut pas utiliser AdSense. Donc ça veut dire que sur un site B2C, c'est quand même une grosse limitation pour l'instant. J'espère que Google apportera des réponses à ça, mais il n'y a pas que Google, parce qu'aujourd'hui Google, c'est une grosse part du moteur de recherche, mais il y a d'autres moteurs de recherche, et les autres moteurs de recherche ne le trouvent pas. Donc pour ça, ce qu'on a dû nous faire, c'est faire un outil qui extrait le HTML d'une page, le génère dans une page à côté, et on garde l'arborescence de toutes ces pages pour pouvoir faire du référencement naturel. Et enfin, un point qui a déjà été relevé, l'appel à des serveurs distants, c'est difficile à débugger. Il faut un proxy en permanence, en permanence, en permanence. Il faut développer avec un proxy qui trace toutes les requêtes qu'on voit pour voir ce qui se passe. Ça, c'est vraiment indispensable. Donc ça, c'est vraiment 3 choses que je vous conseille d'avoir pour développer un gros projet sous GWT. Les points noirs, parce qu'il y en a, et je ne voudrais pas sembler trop optimiste. Il y a eu beaucoup de gens très optimistes. Moi, j'ai vraiment vu des points noirs à un usage à long terme. Le premier, c'est que c'est assez ardu de s'interfacer à du JavaScript existant. C'est ardu parce que heureusement Google Maps a été porté. J'ai voulu faire des cartes avec Virtual Earth. Virtual Earth, il n'y a pas de portage GWT. Vous avez 2 semaines de projet rien que pour réussir à vous interfacer à une carte. En JavaScript, c'était un quart d'heure. Donc on ne peut pas non plus s'interfacer sur tout. Dès l'instant que quelqu'un a fait un framework d'interfaçage, c'est bon. S'il faut le faire soi-même, c'est long. Dans la version actuelle, je n'ai pas encore testé la 1.4 sur cette partie-là, le développement n'est pas modulaire, c'est-à-dire qu'on obtient un seul gros JavaScript. Ça, c'est lourd. Et puis, le manque de modularité, c'est la contrepartie du code statique qui a été expliqué, mais en échange, il y a un manque de modularité. Il manque des outils de génération de code type JAX, c'est-à-dire qu'à partir d'un fichier XSD, XML, on peut générer automatiquement du code Java. À la limite, ce n'est pas très dur à faire. Moi, j'ai trouvé le RPC pas exploitable, contrairement à ce que tu décrivais, pour une raison assez simple, c'est que tant qu'on est tout seul sur la planète, tout se passe bien. Tant que tous les clients sont en GWT, tout se passe bien. Moi, j'ai des clients qui sont des fois des GPS, qui sont des applis ASP, qui sont plein d'autres formats de clients. Évidemment, le RPC propriétaire de Google, c'est pas vraiment la meilleure façon de s'interfacer. J'ai un peu lutté avec la JRE 1.4 parce que j'avais perdu l'habitude de devoir non typer mes objets dans les collections. Ça, c'était un peu dur. Au bout d'un moment, on s'habitue aux collections typées, hein, c'est comme ça. Il y a un problème de fond qui est que comme c'est du JavaScript, dès qu'on prend une erreur JavaScript, tout est planté sur toute la longueur de l'appli, donc on perd l'appli. Et le dernier point, qui est un point vraiment ouvert, qui est qu'est-ce qu'on peut attendre comme maintenance sur ce produit? Google s'est engagé à rien. Initialement, la 1.3, quand elle était réalisée en open source, on s'est attendu à ce qu'il n'y ait plus aucun support et ce qui s'attend à ce que ce soit la communauté qui le supporte. Il semblerait qu'il y ait une vraie volonté de le maintenir. Il n'y a pour l'instant pas beaucoup de roadmap, donc ce serait intéressant que Google partage un peu une vision sur ce qu'ils veulent faire du produit pour qu'on puisse l'utiliser de façon plus industrielle, mais j'imagine que ça prendra du temps. Néanmoins, pour finir de façon positive, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné qu'on a un site très complexe et qu'on a déplacé 100% de la charge sur le client. Vous avez vu dans mon schéma, il y a des serveurs de web service qui distribuent des données et un client. Il n'y a pas de serveur d'appli. C'est un gain incroyable en coût de fonctionnement, en maintenabilité du système, pas de session. Voilà. On a gagné du développement objet plutôt que du code spaghetti.
Quand on est une startup, sa base de code au démarrage, ça a beaucoup de valeur, et une base de spaghetti, c'est pas très pratique à exploiter. On a du code plus fiable, on a moins de problèmes de régression, ça c'est très positif. Et on a un travail pour les gens qui bossent dans le projet, un travail de développement qui est beaucoup plus valorisant que de sortir du JavaScript. Et on trouve plus facilement des gens qui ont envie de bosser sur ce genre de projet, qui sont motivés par le faire et qui ont l'impression de construire quelque chose, là où globalement le JavaScript, ça reste assez démotivant au quotidien. J'en sais quelque chose. Et le dernier point qui pour moi est très positif, il y a eu des retours mitigés sur Google Gears. Mon avis, moi, c'est Google Gears, ça ouvre des perspectives formidables. Et là, je prends ma casquette B2C. Peut-être que dans le logiciel entreprise, c'est moins sensible. Dans le domaine B2C, la première application que Google a fait avec, c'est que son newsreader garde les news en cache sur la machine. Ça veut dire que vous téléchargez, vous partez à votre PC, vous n'avez pas de réseau, vous pouvez lire vos flux RSS. On peut faire pareil avec du mail. Et on peut faire pareil avec tout ce qu'on imagine. Pour notre application, vous partagez vos adresses favoris. On peut imaginer que les adresses favorites vont être gardées sur le client et pourront être consultées même si vous n'avez pas de réseau. Et des applications de ce genre, ça change vraiment tout parce que ça autorise à nouveau le mode déconnecté et ça permet de développer une appli web qui peut avoir une continuité en mode déconnecté. Ça ne veut pas dire qu'il faut la penser déconnectée, ça veut dire qu'on peut lui donner une continuité déconnectée. Et je pense que ça a beaucoup de valeur, y compris de permettre à l'utilisateur dans des applis métiers de saisir de l'info en local sur son PC et de le resynchroniser sur le même mode qu'ActiveSync propose ce genre de choses. Et finalement, c'est quand même une solution très légère à côté de la complexité des solutions que proposent les autres concurrents pour faire de la synchronisation offline-online. Voilà, c'est ce que j'avais à dire.